Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. On peut avoir 17 ans et se sentir bien dans sa peau. C'est le cas de Jenny Winkler, une jeune Canadienne qui mène une existence épanouie. Fille d'un couple séparé, elle s'entend aussi bien avec ses deux parents qu'avec ses frères et sœurs. À l'école de Leduc, où elle est en classe de 11e, l'équivalent de notre première, l'adolescente est également bien entourée. Quand d'autres gamins de son âge vont en cours le ventre noué, Jenny, elle, se fait toujours une joie de retrouver ses copains et copines, dont elle connaît la plupart depuis l'enfance. Mais il y a une petite tache sombre dans ce ciel bleu, dont elle ignore elle-même la menace. Parmi les 350 élèves que compte son établissement, quelqu'un lui veut du mal. Et il ne va plus tarder à se déclarer. Le lundi 15 mars 2021, c'est la rentrée après 2 semaines de vacances. Il est 9h30. Le deuxième cours de la journée est sur le point de commencer. Dans sa classe, Jenny attend l'arrivée de son professeur. Elle discute avec ses amis, évoquant peut-être le stage qu'elle vient de trouver dans une imprimerie, sans faire attention au garçon qui s'approche dans son dos, un couteau à la main. Le geste est précis, l'attaque fulgurante. L'assaillant, un grand brun aux cheveux courts, vise son cou. Instantanément, le sang gicle sur les cahiers et les manuels. Dans la classe, c'est la panique. Les élèves courent dans tous les sens, renversant tables et chaises. Pendant ce temps, le garçon au couteau s'acharne et frappe encore 3 fois. Sans probablement comprendre ce qui lui arrive, Jenny parvient à se redresser et tente de s'échapper en direction de la porte. Mais elle s'effondre au bout de 2 pas. Son agresseur, satisfait, enjambe alors son corps inerte et quitte la salle tranquillement. À 9h40, l'alarme sécurité retentit dans tout l'établissement. Au Canada, les tueries scolaires sont moins fréquentes qu'aux États-Unis. Et la plupart des élèves pensent qu'il s'agit d'un exercice. Beaucoup n'envisagent même pas de bouger. Du moins, dans un premier temps, car très vite, les cris de terreur retentissent dans tous les couloirs. Nous avons vu arriver des profs dévorés par le stress, témoigne un garçon. Ils nous poussaient vers les salles pour nous y enfermer. On entendait des cris, des appels à l'aide. C'est là qu'on a compris que le danger était bien réel, mais on ne savait pas du tout ce qui se passait. En quelques secondes, alors que les lycéens se barricadent dans leur classe, des SMS commencent à circuler. Jenny a été poignardée. Jenny est grièvement blessée. Poignardée? Par qui? Pourquoi? Dans l'incertitude la plus totale, élèves et enseignants s'en tiennent à la règle. Ne plus mettre un pied dehors avant d'en recevoir l'instruction. Le mode confinement et sécurité est enclenché dans tout le lycée. Plusieurs patrouilles de police et équipes d'intervention arrivent à toute vitesse. Des secouristes aussi. Lorsque ces derniers atteignent la classe où Jenny Winkler continue de se vider de son sang, l'état de la gamine est si désespéré qu'ils la font évacuer en hélicoptère vers l'hôpital d'Edmonton. Dale Winkler, le père de l'adolescente, se trouve alors à son bureau de Camrose. Quand il apprend que sa fille a été blessée dans un accident grave survenu au lycée, il quitte précipitamment ses collègues et saute dans sa voiture. L'homme s'engage sur l'autoroute, pied au plancher. Après 20 minutes à fond de train, il repère dans le ciel l'hélicoptère qui transporte sa fille et enfonce encore sa pédale pour essayer de le suivre. Il arrive sur le parking de l'hôpital seulement un quart d'heure après le débarquement. Abandonnant sa voiture au milieu du passage, il se rue dans le couloir des urgences. Le pauvre papa ne le devine pas encore, mais il s'apprête à vivre la séquence la plus douloureuse de sa vie. Car en réalité, c'était lui que le garçon au couteau visait en s'en prenant à sa gamine. Dylan Thomas Putney, 19 ans, lui en veut au-delà des mots. La chasse à l'homme prend fin à 12h20, quand Putney est interpellé dans l'arrière-cour d'une maison, à 1 kilomètre au sud du lycée. Son profil, à première vue, n'est pas celui d'un ado à problème. Mais après enquête, il apparaît que le jeune garçon souffre de troubles mentaux. En janvier 2020, il avait déjà attaqué son propre père à l'arme blanche. Ce dernier avait d'abord porté plainte avant de se rétracter. Placé en garde à vue, le suspect de 19 ans refuse de répondre aux questions. Pour éclairer son geste, les policiers en sont réduits à formuler des hypothèses et privilégient rapidement le scénario d'une amourette contrariée. Le terrible premier coup de cœur qui se termine en bain de sang.
De fait, il est bientôt établi que l'agresseur et sa victime se connaissaient depuis longtemps. Mais leur relation n'était pas du tout celle attendue. Au début des années 2010, Dale, le père de Jenny, a vécu une aventure avec la mère de Dylan. Pendant quelque temps, les deux enfants se sont donc retrouvés plus ou moins demi-frères et sœurs. Mais leurs parents n'ont pas trouvé la clé pour former un couple durable. Ils ont fini par se séparer. La mère de Dylan, très marquée par cet échec amoureux, a ensuite vécu des années difficiles, sombrant dans une grave dépression. Elle est décédée en 2016 d'un cancer fulgurant. Fort de ces éléments, les enquêteurs imaginent très vite une nouvelle hypothèse. Peut-être Dylan tenait-il son ancien beau-père pour responsable de la mort de sa mère. Il aura voulu se venger. Et comme il ne pouvait l'atteindre lui, il s'en est pris à sa fille, qu'il croisait tous les jours au lycée. Peut-être même a-t-il visé Jenny pour que Dale souffre comme il a souffert. Œil pour œil, dent pour dent, une vie pour une vie. Car malheureusement, la pauvre gamine ne survivra pas à ses blessures. 3 ans après les faits, le procès de Dylan Putney se tenait cet été devant la justice de l'Alberta. À l'audience, tout en plaidant coupable, l'accusé a une fois encore fait valoir son droit au silence, refusant de répondre aux questions. Son avocat, Derek Anderson, a toutefois confirmé que son mobile était d'ordre familial, tout en essayant de mettre en lumière la nouvelle maturité de son client. Mais durant ce procès, c'est surtout le témoignage d'un frère de Jenny qui a marqué le public. Ma sœur était d'un tempérament joyeux, mais elle pouvait aussi se montrer sérieuse, a déclaré Sean Winkler à la barre. Elle était drôle, elle riait, elle dessinait tout le temps. C'était une artiste, quelqu'un d'authentique. Tout le monde l'appréciait. Elle aimait les chats, les chiens et tant de choses encore. Jamais je ne l'ai vue se disputer avec quelqu'un. Quand je rentrais à la maison, elle courait se jeter dans mes bras. Je ne vivrai plus jamais ça. Il me l'a prise, il m'a tout pris. Moins sentimental que son fils, Dale, le papa de la disparue, s'est présenté à l'audience vêtu d'un t-shirt Justice pour Jenny. Silencieux tout au long des débats, il a laissé exploser sa colère quand Dylan Putney a été condamné à la perpétuité, avec 12 ans de peine de sûreté. Un enfermement minimum bien trop court à ses yeux. Pourri en enfer, bâtard, a-t-il alors hurlé à l'assassin, avant d'être évacué par les forces de l'ordre. Si à la fin des années 2030, Dylan Putney recouvre la liberté, sans doute serait-il avisé de ne pas croiser son ancien beau-père, ou au procès suivant, ce pourrait être lui sur les photos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.